Donc je suis Tristan Pascard, professeur de rhumatologie à la Cato, chef de service du service de rhumatologie de Saint-Philibert, avec également une partie de l'équipe qui va faire des consultations à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et en gros, dada de recherche et d'expertise, les pathologies microcristallines en général, donc à la fois la goutte, bien sûr, et aussi la chondrocalcinose, qui est une maladie qui est tout aussi oubliée, voire plus encore que la goutte, et qui est enfin en développement ces quelques dernières années. Mais on ne va pas du tout parler de chondrocalcinose aujourd'hui. Le but, c'est de parler un petit peu de la goutte, cette maladie historique, probablement le premier... Il marche, non? Il marche pas. Il marche, ou je ne suis pas assez près. Ah oui, c'est un micro qui n'est pas très sensible. Et donc, cette maladie des rois, la goutte, est probablement le rhumatisme le plus ancien que l'on connaisse sur toutes les séries historiques, et qui, à la lumière des nouvelles connaissances que l'on a sur la maladie, qui mettent un peu de temps à avancer, même si c'est donc le rhumatisme qu'on connaît le mieux depuis plus longtemps, on se rend compte qu'on peut aussi avoir une autre lecture de l'histoire au travers de ces nouvelles connaissances médicales. Même si, encore une fois, aujourd'hui, c'est à la fois une conférence et sur la maladie d'une part, je sais que vous sortez petit à petit de conférences exclusives sur l'histoire de la médecine, mais avec la goutte, on y revient un peu forcément. Donc voici mes liens d'intérêt qui sont liés à des développements de nouveaux médicaments, notamment à des gros financements de recherche. Et donc, la goutte, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en a entendu parler, tout le monde a ses idées sur la question. C'est la maladie qu'on appelait podagre, comme pris par le pied dans l'ancien temps, et qui était en fait liée à cette goutte qui coule, comme les humeurs de l'époque, qui coule jusqu'au pied et qui va provoquer ces grosses douleurs articulaires, ces importants épisodes d'arthrite, qui, les plus connus et les plus fréquents, sont au niveau de la première articulation métatarso-phalangienne, donc la base du gros orteil, qui avait déjà été reconnu par Hippocrate à l'époque, et avait déjà reconnu un certain nombre de choses qui sont assez vraies. Alors parfois il avait pris un peu l'explication à l'envers, mais 400 ans avant Jésus-Christ, on va quand même lui passer cette petite erreur, et avait notamment reconnu le lien entre le vin et d'une part les crises de goutte, et d'autre part peut-être la responsabilité de la maladie. Il avait aussi identifié la colchique comme étant potentiellement efficace dans la goutte, plutôt par ses propriétés laxatives que par ses propriétés anti-inflammatoires, mais il avait quand même déjà, lui, bien débroussaillé le terrain sur la question de la goutte, et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été finalement plus repris que ça dans les siècles qui ont suivi. Ça aurait peut-être évité de dire un certain nombre de bêtises. Ce que l'on sait aujourd'hui de la goutte, et que l'on sait depuis quelques années maintenant, puisque ça fait à peu près 300 ans que l'on sait que la goutte est secondaire à la présence de cristaux d'acide urique, que ces cristaux d'acide urique sont formés par un excès d'acide urique dans le sang, donc ça on ne sait pas depuis 300 ans, je vous le rassure, cet excès d'acide urique dans le sang qui va dépasser donc une certaine concentration à 37 degrés, qui est donc évidemment la température corporelle. Cette cristallisation va donc se faire au-delà d'une certaine concentration, va se faire lentement. L'acide urique, c'est comme toute entité chimique, quelque chose qui, lorsqu'il va se retrouver en concentration excessive dans un liquide, va le saturer, et donc dans ce cas-là, va cristalliser. Et donc ça va faire ces petits cristaux qui sont microscopiques, qui vont aller se déposer dans les tissus et au sein des articulations, que l'on peut voir ici en microscopie optique en lumière polarisée, et c'est comme ça qu'ils ont été identifiés au départ, c'est par microscopie. De manière un petit peu plus sexy, dirons-nous, au XXIe siècle, par des techniques d'imagerie ici, ce qu'on appelle le scanner double énergie, dont je ne vous reparlerai pas du tout après, qui est une technique de scanner qui envoie deux rayons différents sur le corps humain et permet, en récupérant l'information de ces deux rayons, d'avoir une caractérisation chimique de ce qui est regardé. Et tout ce qui sort en vert ici, ce sont des agrégats, des gros dépôts de cristaux d'acide urique. Donc ça se dépose un peu partout, et ce qui va poser problème, c'est pas tant la présence de ces cristaux en soi, c'est surtout ce qu'ils vont provoquer. Et en l'occurrence, ils vont provoquer une réaction inflammatoire importante, médiée par une protéine qui est dans la cellule qui va s'activer, qui s'appelle l'inflammasome, ça on le sait depuis presque 20 ans, et qui vont donc déclencher ces importantes crises.
Donc ces petits cristaux, vous voyez, 10 microns et un peu plus en taille, et ils vont donc au niveau intracellulaire être absorbés par les cellules de l'immunité qui vont phagocyter ces cristaux et activer ce truc protéique qui est inactif dans la cellule mais présent en permanence, va donc activer cet inflammasome et ça va conduire à la production de protéines de l'inflammation, de cytokines inflammatoires très nombreuses qui vont être à l'origine de la crise de goutte qui fait horriblement mal et qui va se déclencher dans l'articulation cible. Cette production, donc je vous le disais, d'inflammation, on comprend un peu mieux son mécanisme depuis 2006 avec une équipe suisse qui avait montré que les cristaux allaient activer en intracellulaire. Je vous avais parlé de mon autre petite passion, les cristaux de chondrocalcinose qu'on appelle cristaux de pyrophosphate de calcium, qui activent l'inflammation exactement de la même manière. Et on s'est donc rendu compte en 2006 que ça passait par la production de cette interleukine 1, qui est une protéine de l'inflammation très très importante. On sait aussi maintenant que c'est une maladie qui va être capable d'entraîner la génétique, c'est-à-dire que la génétique qui est normalement notre point de départ, qui est donc par définition inné et ne va pas bouger par la suite, notre carte d'identité ADN, et ben on sait que cette carte d'identité ADN, elle peut être modulée dans son expression pendant la vie, et on se rend compte que non seulement l'élévation de l'acide urique liquide dans le sang, mais aussi la présence de cristaux vont avoir une tendance à entraîner l'ADN à s'exciter de plus en plus dès qu'elle va croiser du cristal. Et donc on se rend compte que l'immunité innée qui était censée être l'immunité qu'on a qui ne s'adapte pas, par opposition à l'immunité adaptative qui s'entraîne, et ben on se rend compte que même cette immunité innée qui est censée aller taper sur tout ce qui bouge, qui n'a pas l'air d'être du corps humain, et ben on se rend compte qu'elle aussi est capable de s'entraîner via ces modèles-là. Donc voilà le résultat. Des crises de gouttes qui font très mal. Donc là, c'est l'atteinte caractéristique de la base du gros orteil. On se rend compte aussi qu'au-delà de ces dépôts qui sont de plus en plus importants au fil du temps, si on ne fait rien, et dans les cas les plus sévères, on se retrouve avec des patients qui ont donc ces tophus qui sont très importants et qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont extrêmement handicapants. Donc là, en l'occurrence, c'était un monsieur de la côte du nord de la France et ici un patient polynésien de 34 ans. Et vous imaginez les conséquences catastrophiques que ça peut avoir sur le quotidien. Donc ça, c'est la partie handicapante par crise lors des crises de gouttes, la partie handicapante liée au dépôt de ces tophus qui vont être gênants au quotidien. Et il y a un impact plus général, plus métabolique, notamment sur le plan cardiovasculaire, où cette inflammation chronique va augmenter le risque cardiovasculaire. Et on estime aujourd'hui qu'une personne qui a une goutte non contrôlée a 6 fois plus de risque de mourir du cœur que la moyenne. Et on se rend compte que cette prise en charge ne s'améliore pas. On avait fait une enquête il y a une quinzaine d'années sur la prise en charge des patients goutteux en France. Il y avait encore des patients qui, dans plus de la moitié des cas, présentaient au moins 3 crises de gouttes par an, malgré les traitements qu'on a aujourd'hui. Et l'impact plus général dont je vous parlais, sur la mortalité notamment, on voit qu'il y a donc ce surrisque de mortalité chez les patients goutteux. Et contrairement à tous les rhumatismes, comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple, l'un des rhumatismes nobles entre guillemets des rhumatologues, on voit qu'on arrive à réduire l'écart de mortalité au fil des années entre les gens qui ont le rhumatisme et la population générale. Et bien dans la goutte, vous voyez que cet écart ne se réduit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, quelqu'un qui a la goutte a le même surrisque de mortalité que quelqu'un qui avait la goutte il y a 20 ans, ce qui veut dire qu'on ne progresse que très difficilement dans cette maladie. Et donc, on sait aujourd'hui, mais ce sont encore des études qui sortent aujourd'hui, que la goutte va au-delà des articulations et va être une problématique, y compris sur le plan cardiovasculaire notamment. Les Anglais ont montré très récemment qu'il y a un surrisque d'événements cardiovasculaires aigus, donc infarctus du myocarde, AVC, dans les 2 mois qui suivent une crise de goutte. C'est un article du JAMA, vous voyez, qui est très récent, de 2022. Et même que, de manière un peu parallèle, sur la grande base de données des médecins généralistes anglais, le diagnostic de goutte était suivi dans une plus grande fréquence par des événements cardiovasculaires dans les 2 mois, pareil, qui suivaient le diagnostic de goutte. Donc, une maladie qu'il faut absolument prendre au sérieux, à la fois pour son pronostic parfois très défavorable sur le plan rhumatologique,
mais aussi parce que cela a un impact sur la survie en général et sur les comorbidités. Donc il y a vraiment deux problèmes à régler dans la goutte. Le problème immédiat qui est de contrôler l'inflammation et le second problème qui est de faire disparaître ces cristaux d'acide urique qui sont à l'origine du problème et à l'origine de l'inflammation et qu'il va falloir un peu de temps pour les faire partir, qui pourrait aussi améliorer les comorbidités. Contrôler l'inflammation, il y a un médicament très connu, je vous en ai un petit peu parlé, puisqu'Hippocrate on y avait déjà pensé, c'est la colchicine. Donc cette plante qui a été transformée en comprimé, pour faire court, est utilisée depuis des lustres pour traiter les crises de gouttes. C'est un médicament qui a été utilisé à plein de moments de l'histoire, a disparu et réapparu, et aujourd'hui est vraiment central sur la prise en charge de l'inflammation. Et pourtant, on a fait la preuve de son efficacité dans la crise de goutte qu'en 2010, par cette étude américaine, au moment où un laboratoire avait racheté la colchicine pour le recommercialiser aux États-Unis. Ils ont donc eu besoin de refaire une étude pour pouvoir le vendre 5 fois plus cher qu'il n'était. Et donc, on fait cette étude-là qui a prouvé que la colchicine faisait mieux que le placebo pour réduire la douleur dans la crise de goutte. Accessoirement, ils ont aussi montré dans cette étude que des petites doses de colchicine faisaient aussi bien que des très grosses doses de colchicine. Les très grosses doses, c'était en moyenne 4,8 mg, donc c'est en gros 5 comprimés par jour, puisque ce que ça a montré, c'est que la réduction de la douleur était la même, quelle que soit la dose de colchicine, mais par contre, si on prenait 5 comprimés, bizarrement, on avait beaucoup de diarrhée. Mais, contrairement à ce que pensait Hippocrate, ça n'apportait pas de soulagement sur les douleurs. Et on voit aussi que la colchicine, et c'est pour ça que depuis un an, elle est désormais utilisée rien qu'en prévention cardiovasculaire aux États-Unis, a montré que chez les patients qui venaient de faire un infarctus, il y avait davantage de survie chez les gens qui prenaient de la colchicine contre le placebo. Donc c'est deux grosses études de New England Journal of Medicine qui ont été publiées sur ces toutes dernières années, qui ont conduit à une utilisation grandissante de la colchicine. Donc on a des armes déjà pour contrôler l'inflammation. La deuxième partie du problème, c'est donc d'aller dissoudre les cristaux, puisque ce sont eux le problème. Ce n'est pas le fait d'avoir un acide urique sur la prise de sang qui est trop élevé qui va causer les crises, c'est bien la présence de ces cristaux qui vont activer les globules blancs. Et je laisse toujours le logo en fonction du résultat du tournoi destination de l'année. C'est grâce aux Anglais, malheureusement, pour une fois, on les aime bien, qu'on a enfin prouvé véritablement, en 2018, vous voyez la petite date encadrée tout en bas, qu'effectivement, réduire l'acide urique sur la prise de sang permettait de dissoudre les cristaux et, in fine, de faire partir les crises de gouttes. Et en l'occurrence, l'étude qu'ils avaient faite sur 400 patients, qui avaient été pour moitié pris en charge par leur médecin généraliste comme d'habitude, pour l'autre moitié par des infirmières qui seraient aujourd'hui le nouveau poste d'infirmière qui existe en France, les infirmières en pratique avancée qui ont des responsabilités sur certains aspects un peu médicales. Et bien là, la moitié des patients étaient confiés aux infirmières qui respectaient de manière très claire les recommandations qui étaient donc de donner du traitement qui réduise l'acide urique, en l'occurrence ici l'allopurinol que vous voyez, et réduire suffisamment l'acide urique pour aller en dessous du seuil à partir duquel ça cristallise. Donc on va passer sous le seuil de saturation, on dissout les cristaux et vous voyez que le taux d'acide urique en bleu chez les patients qui étaient suivis par des infirmières était bien réduit. Alors vous voyez que de manière dramatique chez les médecins généralistes ça ne bougeait pas et on était autour d'un peu plus de 70 mg par litre d'uricémie. On sait que c'est le seuil à partir duquel on fait les cristaux en moyenne. Et ben on voyait que les crises de gouttes réduisaient à partir de 1 an après le début du traitement, ce qui va bien avec le fait que c'est pas le fait d'avoir réduit l'acide urique qui améliore les choses, mais bien d'avoir laissé le temps aux cristaux de s'en aller, et que les tophus, ces grosses bouloches pleines de cristaux d'acide urique, diminuaient elles aussi quand on avait réduit l'acide urique, alors que chez les médecins généralistes, malheureusement, ça n'avait pas bougé. Donc, on sait le faire, c'est très simple. Vous voyez le coût exorbitant pour la sécurité sociale, 1,23 € par mois par patient pour soigner correctement les gens. Et aujourd'hui, on a la preuve que cela fonctionne. On a aussi la preuve que si on prescrit correctement ce médicament, ce qui n'est pas fait, on peut régler en gros 95% des problèmes de gouttes. Et bien ce n'est pas fait. Et donc, encore pour faire un peu sexy, mais l'information est la même. Lorsqu'on réduit très fort l'acide urique, vous voyez tout le vert dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ces amas de cristaux
Là, c'était un patient qui en avait énormément, mais il avait 50 ans, une goutte depuis l'âge de 30 ans. J'ai réduit un peu plus que je pensais l'acide urique, mais c'était pendant le Covid, je l'ai un peu perdu de vue, et je l'ai revu 1 an et demi plus tard, et j'ai recontrôlé son scanner. Quand j'ai lu le compte-rendu des radiologues, je me suis dit, ils se sont trompés, je vais regarder. Et effectivement, donc, tous les cristaux avaient bien disparu. Il avait à peu près en tout 40 cm3 de cristaux. Vous imaginez 40 petits sucres de 1 cm sur 1 cm, étaient pleins de cristaux de 10 microns. Et ben, il a fait disparaître tout ça juste par des traitements qui ont baissé son acide urique. Donc c'est simple comme bonjour, c'est le rhumatisme probablement le plus facile à traiter qui existe, et pourtant il y a toujours une problématique de prise en charge très globale, ce terme de maladie des rois qui persiste, et toujours cette image de maladie qui est auto-infligée par le patient. Et si bien que ça s'est repris de manière importante dans la société en général. Il y avait une étude anglo-saxonne qui avait été très intéressante et qui avait repris le contenu de tous les articles dans les médias traditionnels qui parlaient de la goutte. Un quart utilisait des références humoristiques. Alors, comme vous l'avez vu, c'est quand même une maladie qui augmente la mortalité. J'ai vu très très peu de dessins humoristiques sur le cancer et le diabète. Et pourtant, sur la goutte, on l'utilise. Et 25% de ces études rappelaient l'embarras que représentait le fait d'être touché par la goutte, alors que, pareil, à ma connaissance, pas d'embarras d'avoir d'autres maladies. Et donc ça reste encore très important, si bien qu'il y a des collègues néo-zélandais qui ont beaucoup de gouttes dans leur pays avaient fait une étude vraiment très intéressante sur l'avis des kidam qui passaient dans un supermarché sur 2 stands séparés d'un bout à l'autre du supermarché. Un stand qui parlait de la goutte et qui décrivait tous les symptômes de la goutte, ses complications potentielles, et un autre stand un peu plus loin qui parlait d'une autre maladie, la maladie à cristaux d'acide urique, avec les mêmes complications, avec les mêmes symptômes. Et ce qui ressortait de là, c'était que les passants qui voyaient, à qui on avait parlé de la goutte et qu'on avait nommé le terme goutte, vous avez compris qu'on parle 2 fois la même chose, ils trouvaient que c'était une maladie embarrassante, qui était liée au comportement personnel des gens, que c'était presque bien fait pour eux, et que finalement il fallait juste s'en occuper comme ça, mais sans trop se fouler. Tandis que la maladie à cristaux du rat, donc d'acide urique, c'était considéré comme une maladie beaucoup plus grave et qui nécessitait un traitement de fond. Donc, même le terme goutte en devient totalement connoté et a cet effet très néfaste sur l'idée qu'on a en général de la maladie, l'idée que la société a de la maladie, l'idée que malheureusement a un impact sur les médecins eux-mêmes, et on sait que ça a un impact ensuite d'une part sur la prise en charge des médecins, mais aussi une maladie, et c'est montré pareil dans des études, dont un patient a une image péjorative aura plus de risques d'en mourir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dramatique, et l'image de la goutte est un élément central aujourd'hui qui explique toutes les complications sur sa prise en charge. Et donc ça ne date pas d'hier, cette impression que c'est une maladie auto-infligée. Podagre, qui est donc le fait d'être pris par le pied, c'était en fait un personnage de la mythologie grecque puis romaine, et Podagra, c'était la fille de Dionysos et Aphrodite, donc pour les Romains, Bacchus et Vénus. Bacchus qui est donc le dieu du vin, évidemment, et Vénus plutôt des plaisirs charnels. Et donc rien que là, rien que sur ce point de départ, on a déjà cette connotation importante et encore toutes ces représentations historiques qui sont présentes. Ce qui fait qu'on aura des clichés qui vont perdurer tout au long de l'histoire sur la maladie des rois ou des riches, ça dépend. C'est surtout ceux qui mangent beaucoup, qui picolent beaucoup. Les rois très connus comme Henri VIII par exemple étaient connus pour être un très gros mangeur, mais c'était pas le seul. Et donc il va y avoir ce rattachement très conscient entre le fait d'avoir la maladie et la malbouffe et la picole de manière générale. Ça va tellement être associé au fait d'avoir de l'opulence, d'être riche, qu'à un certain moment, c'était même la classe d'avoir la goutte, et les gens étaient plutôt contents. Si on n'avait pas la goutte, c'est qu'on n'était peut-être pas assez riche. Mais ça va perdurer par la suite. Il y a même une fable sur laquelle je suis tombé hier de Jean de La Fontaine que je ne connaissais pas, sur la goutte, qui s'intitule « La goutte et l'araignée ». Pour faire rapide, c'est le diable qui propose 2 logements à la goutte et à l'araignée. L'araignée va d'abord chez les riches et la goutte d'abord chez le pauvre. Elle se rend compte que chez les pauvres, la goutte, elle est quand même très sollicitée, elle va au champ 3 fois par jour et elle est extrêmement malheureuse. Et l'araignée, elle est gênée par les gouvernantes
Et donc elle décide d'échanger et l'araignée se retrouve très heureuse dans les petites maisons poussiéreuses des paysans, tandis que chez un prélat, la goutte se sent extrêmement bien et le garde au lit avec elle tout du long. Mais vous voyez, ça remonte, c'est très ancré dans la culture générale, et ça un petit peu partout dans les pays. Il y a eu même des images assez étonnantes, c'était donc à la fois une des maladies les plus connues, seigneur des maladies, mais aussi la maladie des seigneurs, et donc a été associée tout au long de l'histoire au plaisir alimentaire d'une part, bien sûr de l'alcool, mais aussi de la chair, ce qui vient qu'il y avait un certain nombre de rapports, de textes qui montraient que la goutte était parfois considérée comme un aphrodisiaque, voire un stimulant sexuel, l'ancêtre du Viagra en somme. En plus, c'était carrément vu comme un remède, puisque c'est bien connu, quand on a une maladie, on ne peut pas en avoir d'autres. Et donc finalement, les gens préféraient avoir la goutte qu'avoir une autre maladie plus grave. Donc évidemment, ça va bien sûr tout à fait à l'encontre de ce que l'on sait aujourd'hui de la goutte, avec cette surmortalité, et bien sûr le fait qu'au contraire, c'est une maladie qui est désormais connue pour s'associer à tout un tas de comorbidités, le diabète, l'insuffisance rénale et toutes les pathologies cardiovasculaires dont je vous ai parlé. Sur le plan du caractère aphrodisiaque, au contraire, il y a plutôt des études qui montrent qu'il y a une plus haute fréquence de dysfonction érectile chez les patients qui ont la goutte, essentiellement sur des causes vasculaires. Donc voilà, tout un tas de choses qui sont apparues dans l'histoire, qui sont un peu rigolotes comme ça, mais qui laissent quand même des traces aujourd'hui. Et il va y avoir aussi des répercussions sur ce que l'on pense sur les traitements de la goutte. Sydenham, qui est l'Hippocrate anglais, encore eux, au XVIIe siècle, avait dit que finalement on faisait plus de mal que de bien à traiter avec des médicaments la goutte, et que finalement il fallait mieux se concentrer sur le fait de faire de l'exercice, en l'occurrence de l'équitation, parce qu'il soignait tout un tas de nobles et que c'était plutôt un sport de ce côté-là. Mais il mettait vraiment en cause tous ces traitements médicamenteux. Alors il y a eu tout un tas de choses un peu ubuesques qui étaient faites, genre des saignées, puisque à l'époque les saignées marchaient surtout. Mais il y avait à l'époque accès aux dérivés qui n'étaient pas la colchicine, mais en tout cas de la colchique. Mais c'est comme ça qu'elle a disparu pendant 200 ans et qu'il a fallu qu'un chercheur viennois retombe dessus pour le faire. Et donc ce médecin, qui pourtant était lui-même goûteux, a finalement fait un peu de mal de ce côté-là aussi. Et donc cette vision de la maladie auto-infligée, elle persiste aujourd'hui, ce qui fait que par rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure, on se retrouve aujourd'hui avec une maladie pour laquelle on a des traitements qui ne coûtent rien, on sait très bien comment ils fonctionnent, on sait très bien que si on les prescrit correctement, c'est gagné dans tous les cas, et qu'on peut ne plus parler de la goutte chez un patient donné, sous réserve qu'ils vont garder leur traitement de fond. On se rend compte aujourd'hui que moins de 30% des patients goutteux dans le monde sont traités correctement. Là, je vous ai pris l'étude, et je reviendrai un peu sur la Polynésie derrière, qu'on a fait en Polynésie française, qu'on a fait une étude épidémiologique qui a montré que la fréquence de la maladie était extrêmement importante là-bas. Quand en France, c'est à peu près 500 000 personnes, et j'en reviendrai après, donc un peu moins d'1% de la population. En Polynésie, c'est 15% de la population adulte. Et malgré l'archi-fréquence de la maladie, et donc le quotidien des médecins généralistes là-bas, on s'est rendu compte dans l'étude que 16% des patients avaient un acide urique assez bas, donc on leur avait prescrit un traitement qui permettait de réduire suffisamment l'acide urique, qui était le seuil à ce moment-là des recommandations françaises que nous avions faites. Et donc c'est dramatique, puisqu'on se rend compte que même dans des endroits où la goutte fait partie du quotidien, elle n'est pas soignée. Après, il faut dire qu'on n'est pas aidé par certains collègues, et notamment des recommandations qui ont fait très mal en 2017 par le Collège des enseignants de médecine générale américain, qui ont regardé la littérature scientifique sur la goutte et ont dit « mais en fait, on n'a encore jamais prouvé que ça marchait, le traitement qui baisse l'acide urique ». Et on donc dit « bon, c'est qu'il n'y en a pas tant besoin que ça, vous pouvez le prescrire si vous voulez, mais vous prescrivez la première dose et vous ne surveillez pas l'acide urique ». Pour leur défense, c'était 1 an avant la parution de l'étude anglaise, mais quand même, on avait un certain nombre de données scientifiques à l'époque qui nous permettaient d'affirmer avec beaucoup de certitude que c'est ce qu'il fallait faire quand même. J'ai laissé cette photo depuis quelques années de Donald, j'espère qu'elle ne va pas être trop à jour dans quelques semaines. Et pourtant, il y avait
il y a toutes les autres sociétés savantes, et notamment les sociétés de rhumatologues qui s'intéressent à la goutte, qui ont fait des recommandations, qui racontent tous la même chose, mais il y a en plus des mauvaises images qui ont été renvoyées par les gens qui sont censés guider la pratique médicale. Et donc, est-ce que c'est bien mérité tout ça, ce côté auto-infligé? Est-ce que cette histoire est bien réelle? Donc voilà un peu la distribution de la fréquence de la maladie en fonction des régions du monde. Finalement, en France, on est presque l'un des pays les plus bas, en France métropolitaine, puisqu'on est, donc, je vous le disais, à peu près à 1% de la population sur une étude qui a été faite il y a 10 ans à peu près. Quand on traverse l'Atlantique, on se rend compte que là, les chiffres commencent à augmenter singulièrement puisqu'on s'approche des 4% chez les Américains. Donc là, les patients goutteux aux États-Unis se comptent par millions, littéralement. Et quand on s'amuse à traverser le Pacifique, alors là, c'est la débandade, c'est encore pire, et là, les chiffres augmentent dans les pourcents. En Nouvelle-Zélande, notamment, chez les Maoris, on est de l'ordre de 8%. Chez les Polynésiens de Nouvelle-Zélande, on n'est pas loin de 15%. Je vous en parlais tout à l'heure, en Polynésie française, c'est autour de 15% et 25% chez les hommes. Et notamment dans ce triangle polynésien sur lequel nous avons un article en ce moment en relecture, et c'est là où c'est la catastrophe. Donc de Hawaï jusqu'à la Nouvelle-Zélande, jusqu'à l'île de Pâques à l'est, c'est une zone où la fréquence de la maladie, au travers de toutes les populations polynésiennes, la goutte est extrêmement élevée. Et donc voilà, je vous montrais ce patient polynésien de 34 ans qui vient de Tahiti et qui a donc une goutte extrêmement sévère, mais c'est malheureusement chose assez commune en Polynésie, malgré les très beaux paysages qui n'ont donc évidemment rien à voir. Et donc cette étude, pour vous la raconter brièvement, c'est donc une grande enquête où on a tiré au sort des logements avec l'INSEE local, les logements de Polynésie, avec cette équipe d'infirmiers qui m'a vaillamment accompagné, certains locaux, certains lillois, ils sont allés toquer à la porte de tous les gens qui ont été tirés au sort, poser tout un tas de questions, leur faire une prise de sang, leur faire des mesures. En tout, ça a duré entre une demi-heure et 1 heure. Les Polynésiens étant beaucoup plus accueillants que dans d'autres contrées métropolitaines, par exemple, sur les 1200 personnes qui ont été rencontrées, il y en a que 100 qui ont dit non, désolé, j'ai pas le temps. Ça veut dire qu'il y a 1100 personnes qui n'étaient pas du tout prévenues avant, qui ont dit oui. Ça nous a permis comme c'était une population tirée au sort représentative de l'ensemble du pays, d'avoir une extrapolation des chiffres à la Polynésie en général. Et donc on s'est rendu compte que en bleu chez les hommes et en rouge chez les femmes, que la fréquence de la maladie, vous voyez, par tranche d'âge, c'est une pyramide des âges ici, était extrêmement importante chez les hommes, loin d'être négligeable chez les femmes qui étaient certes que à 3% de fréquence, mais 3% pour des femmes, c'est monstrueusement haut pour la goutte, où on sait que le rapport est plutôt de 1 à 10 d'habitude entre hommes et femmes. Et vous voyez en couleur un peu plus claire, ça c'est la prévalence de l'hyperuricémie. Le fait d'avoir un excès d'acide urique dans le sang, c'est donc la base de la goutte, c'est le point de départ. Et on se rend compte que, alors qu'en France, en gros, c'est à peu près 10% de la population qui a trop d'acide urique dans le sang. Aux États-Unis, on considère que c'est énorme, on est à entre 25 et 30% en fonction des bars qu'on prend. En Polynésie, on était à 75% de la population qui était hyperuricémique. Et ça commençait, comme vous le voyez, dès le plus jeune âge, puisque chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, il y avait déjà une immense majorité d'hyperuricémie. Donc, le point de départ de la goutte, qui est cet excès d'acide urique qui est censé être lié à l'alimentation, à la picole et tout ça, commence quand même extrêmement tôt dans la vie pour que ce soit exclusivement lié aux habitudes de mode de vie. Et en l'occurrence, pour avoir vu un certain nombre de patients goutteux, il n'y avait pas de justice. Il y avait des surfeurs extrêmement sportifs ou des pagayeurs de VA, qui est la pirogue locale, qui en faisaient des heures dans la semaine et qui avaient des gouttes effroyables, alors qu'il y avait d'autres qui effectivement passaient leur temps à picoler, qui n'avaient rien du tout. Donc ça pose quand même question sur un certain nombre de choses et de causes. Un autre élément intéressant sur la Polynésie et sur le Pacifique plutôt en général, ce sont toutes les études paléopathologiques. Donc on s'amuse à déterrer des ossements très anciens et on se rend compte que la fréquence de lésions goûteuses, donc à force d'avoir ces cristaux d'acide urique qui se déposent autour des os, ça finit par les creuser, et ça on peut le voir du coup sur ces ossements, et ça fait ce qu'on appelle ces érosions goûteuses ici. En fait ça a été creusé par des cristaux. On se rend compte que par rapport aux séries des ossements dans d'autres lieux, et notamment en Europe, il y a une bien plus haute fréquence de la goutte qu'ailleurs. Donc quelque chose qui favorise
et on peut imaginer qu'il ne picolait peut-être pas beaucoup à cette époque-là. Et donc, clairement, le message aujourd'hui, c'est que c'est avant tout la génétique qui guide le risque de la goutte et qui explique l'hyperuricémie. On sait aujourd'hui, sur des études, on arrive à mettre en balance quel est le poids de l'alimentation, de l'alcool et de la génétique pour expliquer les hausses d'acide urique. Et ben, on se rend compte que la génétique, à elle seule, explique 100 fois plus l'augmentation de l'acide urique que l'alcool et la nourriture réunies. Et donc, le message de ça, vous voyez, c'est des choses qui sont assez récentes, puisque c'est 2018, un gros article des collègues néo-zélandais, justement, qui est paru dans le BMJ, qui avait montré cela. Et c'est ce qu'on commence à tirer de notre étude en Polynésie, même si, objectivement, ce qui était sorti dans La Voix du Nord était déjà un petit peu en avance, parce qu'en vrai, dans l'article qu'on a publié dans le Lancet l'année dernière, enfin un peu plus tôt dans l'année plutôt, on parlait surtout des chiffres épidémiologiques et que ça ne pouvait être expliqué que par la génétique. Mais bon, nos découvertes génétiques vont sortir dans les mois qui viennent là-bas et vont dans ce sens-là, effectivement. Il y a juste beaucoup plus de mutations génétiques que l'on connaît comme responsables de la goutte dans le Pacifique qu'ailleurs dans le monde, tout simplement. Et donc que les patients n'y sont pour rien. Et effectivement, à l'inverse, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que réduire la consommation d'alcool, enfin en tout cas faire des régimes alimentaires, et y compris des régimes DASH, donc des régimes un peu genre méditerranéens, donc je dis toujours en rigolant un petit peu que c'est une tranche de salade le lundi, une tomate le mercredi et une autre tranche de salade le vendredi. Et bien pourtant, les chiffres d'acide urique qui sont obtenus en faisant ces régimes montrent une diminution qui est extrêmement modeste et en tout cas qui est très loin du compte qu'il faut obtenir pour arriver à dissoudre les cristaux d'acide urique. Toute proportion gardée, puisque là ce sont 2 études qui sont faites sur des gens qui n'ont pas la goutte, mais pour la première étude ici qui a été publiée un peu plus tôt dans l'année, c'est sur une large population de Japonais où ils ont été revus plusieurs fois et on a vu leur évolution de consommation d'alcool en parallèle de leur mesure de taux d'acide urique et on voit que le fait de réduire la consommation d'alcool n'a rien changé du tout. Là c'était des régimes donc, chez des patients qui étaient hypertendus notamment, et donc là aussi une diminution de l'acide urique qui était très 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 mineure. Petit bémol quand même, parce que l'alimentation et la consommation d'alcool n'est pas totalement pour rien non plus, puisque au niveau génétique, les gens qui ont la goutte vont avoir aussi une certaine potentialisation à maltraiter, on va dire, un excès de consommation d'alcool ou des excès alimentaires au niveau génétique, et vont donc avoir plutôt une tendance à une plus grosse répercussion en termes d'acide urique. Mais quand même, ça reste très secondaire. Le message n'est pas évidemment de dire picoler comme des trous et manger n'importe quoi, mais le message, c'est plutôt faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez pour votre santé en général, mais l'impact sur la goutte va être très secondaire. Donc aujourd'hui, on est clairement sur une maladie, même si le message a encore du mal à passer, l'image est toujours aussi négative, c'est vraiment que c'est avant tout une maladie génétique. Et ça, on a vraiment la certitude depuis quelques années, on commence à découvrir de plus en plus de gènes, des gènes qui à la fois contribuent à faire monter l'acide urique et en plus double peine, un gène sur lequel on est tombé justement en Polynésie, qu'on est en train d'explorer, qui est là lié à une modification de la réaction inflammatoire. Donc les Polynésiens ont non seulement des gènes qui leur font monter l'acide urique, mais en plus des gènes qui les rendent hyper excités, entre guillemets, au contact des cristaux d'acide urique. Donc c'est plusieurs gènes qui sont impliqués et qui rentrent là-dedans. Mais en tout cas, donc une maladie génétique, et qui dit maladie génétique dit un peu hérédité. Et ce qui permet de revenir finalement à l'origine du nom de la maladie des rois, et essayer de comprendre un peu pourquoi il y avait autant de rois qui avaient la maladie. Et effectivement, il y en avait beaucoup. Bon, Charlemagne est l'un des connus, mais en fait, sur les 34 rois de France depuis Capet, il y en avait 20 qui avaient la goutte. Donc ça, Saint-Louis, François Ier, Henri IV, Louis XIV et Louis XVIII. Donc ça, c'est en France. Ailleurs, Alexandre le Grand, il y a un petit bout de temps. Et en Angleterre, Henri VII, Henri VIII, Anne Stuart, George IV, notamment, qui étaient goutteux.
En Espagne, Charles Quint et son fils Philippe II, qui étaient goutteux au dernier degré, au point où ça a eu des impacts même sur certains choix de jours de bataille qui ont dû être annulés, où il n'a pas pu y aller lorsqu'il faisait des crises de gouttes. Mais donc, voilà, des têtes couronnées très nombreuses qui expliquent qu'on ait appelé ça la maladie des rois. Mais si on parle d'hérédité et de génétique, on va peut-être aussi avoir une autre explication potentielle au fait que les rois, évidemment, vivaient dans l'opulence. Je n'ai pas retrouvé encore toute la liste de ces 20 rois, et c'est pas si facile à retrouver, mais en tout cas, j'ai ces noms principaux, et on peut voir que oui, à partir d'Henri IV, c'est pas terrible. Je vous avais dit que François Ier était goutteux, et ben, la grand-mère d'Henri IV était la sœur de François Ier. Et en sachant que quand on parle de génétique, tous les gènes qu'on a retrouvés pour l'instant ne sont pas sur les chromosomes X ou Y, ce sont notamment sur le chromosome 4, donc chromosome 4 qui sont aussi bien donnés par la maman que par le papa. Et donc les femmes peuvent aussi transmettre cette prédisposition à la goutte. On voit qu'après Louis XIV, c'est là où ça se passe pas bien, puisque en gros tous ceux qui suivent ont la goutte. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire de Louis XIV, et ben son papa c'était Louis XIII, c'est pas trop compliqué. Et sa mère était Anne d'Autriche, qui, comme son nom l'indique, venait d'Espagne. Et c'était en fait la petite fille de Philippe II, dont on a parlé juste avant, qui était extrêmement goûteux. Et pour arranger le tout, non seulement c'était donc la petite fille de Philippe II, mais Philippe II avait eu la bonne idée de se marier, je crois que c'était le troisième mariage, puisque le deuxième mariage c'était avec Marie I d'Angleterre, qui était la fille d'Henri VIII, qui donc était lui aussi goutteux au dernier degré. Heureusement, Philippe II et Marie n'ont pas fait d'enfant, mais Philippe II s'est remarié avec sa troisième femme, qui avait la bonne idée d'être la fille de Catherine de Médicis, qui était très goûteuse elle aussi. Et donc ça fait quand même beaucoup de choses pour dire qu'à un moment donné, on rajoute une lignée espagnole qui est connue pour être archi-goûteuse, et puis pouf, à partir de Louis XIV, des goûteux, en voulez-vous, voilà. Une histoire, que là, ça va connaître par cœur, et je vous interroge lundi dessus, sur aussi les relations croisées avec les dynasties anglaises, puisque évidemment, pour éviter les guerres, il y a eu tout un tas de mariages dans tous les sens. Et sans rentrer dans le détail, on a aussi l'impression que parfois la goutte disparaît d'une dynastie, puis réapparaît un autre, et quand on regarde un petit peu, il y a des mariages de sœurs, de filles, avec le camp d'en face, et qu'on a l'impression que la goutte revient par ces moments-là. On aurait pu aussi l'appeler maladie des empereurs, puisque les empereurs byzantins étaient pas mal non plus dans leur genre, puisque un petit peu plus faible pourcentage, mais en même temps pour battre 20 sur 34, il faut y aller. Mais 14 sur les 86 étaient goûteux, ce qui est donc bien au-delà de la fréquence de la maladie normalement dans la population générale. Et surtout, on regarde, je ne vais pas vous faire la généalogie des empereurs byzantins, je l'ai fait pendant 2 heures l'autre jour, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Mais en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'en plus, sur ces 14 empereurs, la plupart ont un lien direct de père en fils, et que en fait, ce sont plutôt des séries d'empereurs plus que des empereurs éparsément répartis au fil de l'histoire. Et même de la même manière que lorsqu'on regarde le retour de la goutte dans certaines dynasties, et ben, il y a un peu de ça, qu'on a l'impression qu'il y a un saut de plusieurs générations, et hop, on retrouve un lien familial qui fait le lien entre certaines dynasties de goutteux byzantins. Évidemment, tous ne sont pas directement liés. Et donc on a l'impression que cette histoire qui fait tant de mal à cette maladie aujourd'hui a été finalement lue à l'envers, et que cet enchaînement de rois goutteux était finalement probablement la première preuve très tangible que c'est une maladie génétique. Et nous avons préféré retenir la cause de l'opulence, c'est ça qui est resté aujourd'hui, alors que finalement cette preuve qu'on arrive difficilement à faire aujourd'hui était déjà là sous notre nez.
Et pourtant, pour revenir à Hippocrate, qui parlait donc déjà beaucoup de la goutte à l'époque, on aurait bien fait de l'écouter sur certains aspects, même Galien qui a dit quelques bêtises à un moment donné, mais qui a quand même déjà vu qu'il y avait probablement une hérédité dans l'affaire. Et ben, il y a tout un tas d'aphorismes d'Hippocrate qui objectivement sont toujours vrais. Les eunuques n'ont pas la goutte. Effectivement, il y a un lien entre hormones et uricémie et le fait de faire la goutte. On voit d'ailleurs que c'est la même chose qui explique qu'une femme ne fait pas la goutte avant la perte de ses menstrues et que sur le fait que le jeune homme ne va pas faire la goutte, c'est aussi qu'il faut laisser du temps à ce que la chimie opère, c'est-à-dire que pour saturer le sang et faire des cristaux, ça met un peu de temps. Et donc, pour avoir assez de cristaux pour déclencher la goutte, il faut attendre un petit peu. Donc, un jeune homme ne va pas forcément le faire. On le revoit d'ailleurs en Polynésie, je vous avais dit, hein, l'hyperuricémie est déjà aussi fréquente que chez les générations plus âgées, chez les moins de 30 ans. Par contre, la goutte est beaucoup moins fréquente et elle explose, entre guillemets, à partir de après 30 ans et après 40 ans, ce qui est déjà très jeune pour cette maladie. La saisonnalité de la maladie était déjà identifiée par Hippocrate. Le caractère spontanément résolutif de l'inflammation, c'est une inflammation qui est très particulière, l'inflammation des cristaux en général et de la goutte en particulier. C'est une inflammation explosive mais qui est auto-limitante, c'est-à-dire que par définition, elle enclenche des processus qui vont faire qu'elle va s'arrêter toute seule. Donc notre rôle aujourd'hui, quand on traite une crise de goutte, c'est de raccourcir l'épisode parce que c'est pas une expérience très rigolote. Mais en pratique, quand on ne peut donner aucun médicament parce qu'ils ont une telle ou telle contre-indication, et ben on se dit que de toute façon, elle va bien finir à un moment donné, cette goutte, et ça, Hippocrate l'avait déjà vu. Et le froid sur les pathologies microcristallines, qui sont presque parfois un argument diagnostique, c'est-à-dire quand le glaçage améliore une arthrite, c'est un argument favorable pour la goutte notamment, et bien ça, Hippocrate l'avait déjà vu aussi. Mais bon, il y a donc encore beaucoup de travail sur tous ces clichés sur cette maladie qui occupe vraiment une place centrale pour arriver à passer le cap d'une perception de maladie auto-infligée qui, même dans le regard d'un certain nombre de médecins, est encore c'est bien fait pour lui. Un collègue anglais, celui qui avait fait la grande étude justement britannique, avait dit il y a un certain nombre de patients qui racontent que leur médecin, lorsqu'ils leur ont annoncé le diagnostic de goutte, l'a fait en souriant. Comme si c'était vraiment une maladie dont on pouvait rire et qu'on peut prendre à la légère, avec en plus la petite partie, c'est un peu bien fait pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui sortent. Il y a un écho qui a lieu, là je vous ai mis l'écho qu'il y a eu dans le Nord suite à l'étude en Polynésie. Il y a même eu un article dans le Monde qui parlait de la goutte, qui parlait en partie de cette étude de Polynésie, mais dans un contexte un peu plus large. On espère que ça va changer. Il y a encore beaucoup de boulot aujourd'hui. Et donc, finalement, c'est assez intéressant aujourd'hui, en ayant mieux compris comment fonctionnait la maladie, d'avoir ce regard sur l'histoire et aussi parfois de se servir de en quoi la maladie, telle qu'on la comprend aujourd'hui, peut nous aider à comprendre l'histoire. C'est assez intéressant de voir cette évolution derrière, et on peut aussi s'en servir, entre guillemets. On sait que c'est une maladie génétique. Si certaines fois on se pose la question de filiation royale ou de choses comme ça, par exemple, si un homme tout d'un coup n'a plus la goutte alors que tous ses ancêtres l'avaient, la question peut se poser légitimement, par exemple, de savoir si c'est une filiation tout à fait directe ou non. Et donc là, on a parlé vraiment que l'histoire de la goutte et des rois. La goutte va au-delà de ça dans l'histoire. Je vous en parlais sur les batailles qui ont été changées, mais il y a un certain nombre d'histoires importantes qui ont été jouées, notamment la Révolution américaine, où 2 des 4 pères fondateurs, donc en l'occurrence Washington et Benjamin Franklin, avaient la goutte. C'est assez intéressant puisque le comte français qui aidait les Américains dans leur révolution contre les Anglais était lui-même goutteux, et ça a créé un autre pont. Et de manière très intéressante, c'est à cette époque-là que la colchicine est revenue en Amérique. C'est justement par le biais de Washington et de ce comte français qui l'a ramené à cette époque-là. Et finalement, tout ça, c'est très très intriqué. Et donc, encore une fois, voilà, même Benjamin Franklin, qui a été
gêné par des crises de gouttes pendant certaines des grandes déclarations américaines. Il est le seul à avoir participé à tous les textes fondateurs de la Déclaration d'indépendance, à la Constitution américaine. Et certaines fois, les choses ont été repoussées du fait de crises de gouttes. Donc c'est un regard intéressant qui va vraiment dans les deux directions, à la fois pour comprendre l'histoire, comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui de la maladie, comment comprendre le parcours aussi des médicaments, qui sont des médicaments pour certains historiques, donc la colchicine, on en parle. On peut le suivre comme ça au fil de l'histoire, mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas mon métier. Mais voilà donc l'histoire de cette maladie qui est donc le rhumatisme, et certainement d'ailleurs tout court l'une des maladies les plus connues au monde, au moins dans l'imaginaire collectif, même si tout le monde ne sait pas de quoi on parle quand on parle de gouttes. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça a autant relégué au second plan de l'intérêt scientifique d'une part. On est vraiment pas très nombreux au niveau mondial, notamment comparativement au nombre de patients touchés à faire de la recherche sur la maladie, et qu'en plus elle soit aussi mal soignée, c'est tout de même très étonnant. Mais on espère que ça va progresser. Je vous remercie. Un grand merci, en tout cas, M. Pascal. J'avais effectivement lu dans la voiture, je n'ose pas dire le résumé, l'information qui avait été faite. J'étais un peu étonné par le tableau quand vous montrez la suivi par un médecin et suivi par une infirmière. Ça pose un problème. Je n'irai pas plus loin. On a eu le mois dernier une conférence par Patrick Hofker, notre doyen, qui avait justement parlé un peu des relations que devaient avoir les étudiants en médecine avec les infirmières de pratique avancée. C'est ça. En montrant un petit peu la nécessité d'une coopération, et quand on voit le résultat final, je pense que c'est indispensable. C'est strictement personnel. Est-ce qu'il y a des questions Je suis assez étonné de comment je suis la lutte en général, parce que il me semble que franchement, le contraire, là où j'ai on a donné énormément. Je ne sais pas s'il est découvert. Alors, c'est malheureusement pas la majorité. Et dans le cadre de l'allopurinol, en fait, il y a plusieurs problématiques. Il y a le fait de, le donner, déjà, et après de le donner à la bonne dose. Parce que c'est un médicament qui a historiquement fait peur du fait de son risque de réaction allergique catastrophique. Avec des décollements cutanés, on considère que c'est 20 à 40% de mortalité quand ça arrive, donc évidemment ça refroidit un petit peu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'allopurinol est prescrit donc, insuffisamment, mais quand même est prescrit régulièrement, mais donc à des doses souvent insuffisantes pour obtenir une uricémie qui baisse suffisamment basse pour faire ce qu'on lui demande, à savoir dissoudre les cristaux. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre de patients qui se baladent avec des doses de 100 à 200 mg d'allopurinol, quand on sait que dans l'étude anglaise, par exemple, la dose moyenne pour obtenir la cible qu'il faut d'acide urique, c'est 400. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de réticence à augmenter. Pourtant, aujourd'hui, on sait assez bien les facteurs de risque de faire ces grosses réactions à l'allopurinol. On sait que c'est d'ailleurs des origines ethniques, notamment les sujets d'Asie du Sud-Est, chez les Chinois Han notamment, les Vietnamiens, qui ont un marqueur génétique de susceptibilité qui vont faire qu'ils ont beaucoup plus de risques d'être allergiques. L'insuffisance rénale, le fait de commencer tout de suite à des fortes doses d'allopurinol, le fait de prendre des diurétiques, et ainsi de suite. Et donc on sait à peu près identifier quels patients sont réellement à risque. Et surtout, on sait que ce risque d'allergie, il n'est qu'au début. Et que la majorité a lieu dans les 2 premiers mois de traitement. La quasi-totalité, si ce n'est pas la totalité, a lieu dans les 6 premiers mois de traitement. Et donc, grosso modo, une fois qu'on a passé ces 6 premiers mois, on peut augmenter les doses. Et donc, il y a eu, par les collègues néo-zélandais, qui sont très très réputés pour leurs études sur la goutte, ils ont d'ailleurs montré qu'est-ce qui se passe si on monte les doses d'allopurinol jusqu'à que l'acide urique soit suffisamment bas, et qu'on compare à ce que recommande le Vidal, parce que ça c'est une autre problématique. C'est-à-dire que le Vidal aujourd'hui, en théorie, plafonne les doses d'allopurinol à 300 mg en gros chez tout le monde. En gros, sauf quelqu'un qui a un rein qui fonctionne du feu de Dieu, on ne peut pas mettre au-dessus de 300 mg si on écoute le Vidal. Recommandation du Vidal qui repose sur des études pharmacocinétiques d'il y a plus de 30 ans, qui n'ont pas été réévaluées depuis, et qui surtout ne fait pas le distinguo entre les différentes périodes à risque.
Et donc, il n'y a pas assez d'augmentation de la dose de l'allopurinol et qui en fait ne sert pas à grand chose. Et je vois même chez mes collègues rhumatologues de la région qui pourtant, je les bassine avec la goutte, ils sont encore inquiets dès qu'ils doivent passer 300-400 mg d'allopurinol. Donc c'est cette limitation-là. L'autre problème, c'est que l'initiation du traitement hypouricémiant, c'est une période où donc, on va tirer l'acide urique vers le bas, ça va mobiliser les cristaux qui vont faire un joli défilé devant toutes les cellules de l'immunité et qui vont donc augmenter le risque de crise à l'initiation du traitement. Et donc il y a toute une période à risque qu'il faut protéger en théorie par 6 mois de colchicine quotidienne, plus l'augmentation progressive des doses. Et ça, c'est pas forcément fait d'une part, et le patient n'est pas forcément prévenu d'autre part qu'il y a une période à risque là, et que non, on n'est pas des sadomaso, enfin surtout sado, de leur donner un traitement pour la goutte qui leur donne plus de crise. Et ça, c'est un certain nombre de jours. Parce que j'ai encore vu un patient hier qui avait exactement ça, qui avait essayé il y a 10 ans l'allopurinol et il a fait plus de crises, on l'a fait très bien, on verra ça. Donc voilà, il y a ce double problème, c'est sous-prescription, sous-dosage, et aussi sous-information qui est donnée. Mais ça fait partie de l'inconscient un peu collectif aussi de ne pas pousser plus qu'on le ferait par exemple dans d'autres maladies. Et après, il y a d'autres problématiques qui sont beaucoup moins à voile et qui ont été rapportées par un certain nombre de collègues médecins en Polynésie. Je vous disais tout à l'heure que c'est le quotidien des médecins généralistes. De manière très indépendante, plusieurs collègues qui ont dit on se demande s'il n'y a quand même pas une manière un peu délibérée de ne pas forcément donner bien le traitement de fond, puisque finalement, si on donne le traitement de fond, on ne voit plus trop les gens après, alors que là, on va faire des crises. Alors c'est dramatique, mais à chaque fois que j'y vais, il y a des nouveaux médecins qui me disent la même chose, et ça fait un peu peur. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que les médecins, avant de faire cette étude, donc il y a 3 ans sur l'ensemble du territoire, en fait, je les avais rencontrés quand je suis passé interne pour la première fois à Tahiti, en 2011, et j'avais fait une enquête auprès des médecins généralistes sur ce qu'ils connaissaient de la prise en charge de la goutte. Ils savaient très bien comment la prendre en charge. Et c'était très très discordant avec finalement le constat qu'on faisait derrière. Il y a toujours l'accusation très historique, elle aussi, et facile de les patients goûteux sont les moins observants de la Terre. C'est surtout qu'ils sont souvent les moins informés de la Terre, de leur maladie, de à quoi servent leurs différents médicaments. Le distinguo entre les médicaments qui soignent la partie inflammation et les médicaments qui soignent la partie dépôt de cristaux. Et finalement, on se rend compte là, dans les patients, pour le coup, je suis des centaines des patients qui en écoutent, on se rend compte que lorsqu'ils sont bien informés, ils prennent très bien leurs médicaments et qu'en termes d'observance, finalement, ils sont tout à fait comme dans les autres rhumatismes, en tout cas de l'expérience de ce que je vois comme prendre cas. Une autre question. D'autres rhumatismes peuvent bénéficier de ce type de traitement? Oui. Alors, pas sur la partie cristaux, parce que l'allopurinol est très spécifique de juste faire partir les cristaux d'acide urique et la maladie qui est causée par ça, c'est la goutte. Par contre, sur le plan du contrôle de l'inflammation, la colchicine notamment, vous voyez même au niveau de prévention cardiovasculaire, parce que finalement c'est l'inflammation de la plaque d'athérome qui va la déstabiliser, qui a posé problème. C'est comme ça qu'elle est désormais utilisée aux États-Unis, par exemple. Sur d'autres maladies auto-inflammatoires, les maladies B7 par exemple, les fièvres périodiques aussi, la colchicine a un rôle important, puisque en fait la colchicine a plein d'effets. Mais parmi ces effets, elle a un rôle sur l'inflammasome, et en fait l'inflammasome il s'excite aussi sur certaines autres maladies contre le soi, maladies auto-inflammatoires. Je n'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais on utilise aussi les biothérapies, les traitements biologiques qui vont aller bloquer spécifiquement l'interleukine 1, qui est donc hyper pro-inflammatoire et qui marche très très bien dans la crise de goutte. À la base, ce traitement-là, il a été utilisé, il a été développé, il a eu l'AMM, il a été remboursé pour la polyarthrite rhumatoïde. En réalité, c'est celui qui marche le moins bien dans la polyarthrite rhumatoïde, mais par contre, il va marcher aussi très bien dans les maladies auto-inflammatoires. Pareil avec l'autre interleukine qui est très excité dans l'inflammation lipocristalline, qui est l'interleukine 6. Et donc, tous les traitements qui vont bloquer l'interleukine 6 vont aussi marcher dans la crise de goutte et dans la goutte en général, même s'il n'y a pas du tout l'AMM et qu'on est mieux avec les interleukines 1. Mais voilà. Et donc, oui, ces médicaments qui vont aller contrôler l'inflammation
vont être intéressants. Et sur les pistes génétiques qu'on a sur ces nouveaux gènes impliqués dans l'inflammation, c'est vraiment quasiment rien de ces gènes-là sur lesquels on est tombé presque par hasard en regardant le génome des Polynésiens. Qui en plus, quand même, la rigolote idée de se placer sur le génome juste à côté d'un transporteur de l'urate qui est bien connu et qui est le deuxième plus connu, on va dire, pour causer l'évasion de l'acide urique. Mais on voit très bien que l'association entre gouttes et génétique chez les Polynésiens, il n'est pas avec le transporteur de l'urate, il est vraiment avec ce gène de l'inflammation. Et c'est un gène de l'inflammation qui régule plus ou moins loin l'inflammasome. Mais on se dit que si on peut pousser sur la compréhension de l'inflammation microcristalline, là, ça va peut-être aussi avoir un impact sur d'autres maladies inflammatoires. Là, je tire de penser à la comète, mais il y a tout un tas de choses communes. Et la deuxième chose, c'est que ces fameuses compréhensions sur l'immunité innée, où on enseigne à la fac depuis des années qu'on a l'immunité innée qui reste comme ça toute notre vie, et de l'autre côté, l'immunité adaptative qui va être capable de s'adapter, de s'entraîner, et ben on se rend compte, notamment grâce aux travaux fondamentaux sur la goutte, que non, c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'en fait, il peut y avoir des modifications génétiques de cette immunité innée qui peut en fait s'entraîner et avoir une mémoire. Et d'ailleurs, on la voit, quand on traite bien un patient goûteux, l'immunité innée, cette mémoire va changer en l'éloignant de ces taux excessifs d'acide urique. Donc sur le plan inflammatoire, oui, il y a tout un tas de ponts avec des maladies rhumatologiques, mais pas que. Vous disiez que le régime n'a pas beaucoup d'impact sur la maladie, et or la littérature pour le grand public est bourrée de recommandations contre les lymphomes, la bière, enfin, quand on prend un liste, il doit pour survivre. Qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations? Au début, pourtant, j'y ai un peu participé aussi. Il y a un site qui s'appelle crisedegoutte.fr que j'avais rejoint à un moment donné. Il y avait tout un super triangle, aliments à éviter, et ainsi de suite. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, l'alimentation peut représenter, et les alcools d'ailleurs, deux problématiques finalement assez différentes dans la goutte. Un, le côté contribuer à augmenter l'acide urique, et c'est le seul chose dont j'ai parlé pour l'instant. Finalement, ça, on voit que c'est assez secondaire, mais on a surtout montré que c'était les alcools forts, la bière, qu'elle soit avec ou sans alcool, et les sodas riches en fructose, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, en termes d'effet sur l'uricémie, c'était certainement aussi pire que l'alcool. Et les aliments riches en purée, les viandes rouges, la barre, ainsi de suite. Donc ça, c'est sur le côté augmenter l'acide urique, et très clairement, c'est assez secondaire. Et ce que je dis aux patients tous les jours, c'est faites ce que vous pouvez, qu'il soit soutenable pour toujours, mais ne vous épuisez pas, puisque de toute façon, sur le côté goutte uniquement, ça aura un impact de toute façon assez limité, et je ne veux pas que vous vous épuisiez à faire des régimes pas possibles, et qu'à la fin, vous balancez tout par la fenêtre, le régime est comprimé. Donc ça, c'est sur la partie augmentation de l'acide urique. Il y a aussi un rôle, et ce n'est pas les mêmes aliments à chaque fois d'ailleurs, dans le déclenchement des crises. C'est-à-dire que chez les gens qui ont des cristaux qui sont là, et on attend en fait qu'il y ait un deuxième signal, une deuxième gâchette qui déclenche la crise de goutte, ce qui explique que quelqu'un qui a des cristaux et qui les a tout le temps, il ne fait pas des crises en permanence. Notamment, il y a des aliments et des alcools d'ailleurs qui ont plutôt cette balance-là. Alors là, ça va tout et n'importe quoi, les asperges, les tomates, le chou, d'un côté, et alcool. C'est-à-dire que le vin, et notamment le vin blanc par exemple, il peut augmenter l'uricémie, mais par contre, il va plutôt être associé au déclenchement des crises de goutte. Donc à la limite, j'aurais plutôt tendance à dire de faire attention à ces aliments-là pendant la période où il y a encore des cristaux qui sont présents, mais finalement, ça va pas être l'impact sur l'alcool. Donc voilà, c'est rigolo, je suis un grand patron d'une grande chaîne de restaurants, et qui me disait qu'il était content parce que maintenant il pouvait regarder la carte des vins blancs sans faire une crise de goutte. Et donc voilà, mais vraiment était très identifié, et comme je disais au début, Hippocrate, il avait surtout reconnu que le vin était associé aux crises et se posait la question de savoir s'il était associé à la maladie. Mais en tout cas, il avait bien identifié que c'était une exacerbation des crises qui était là. Donc c'est plus ce versant-là finalement qui est problématique à mon sens aujourd'hui. Une autre question,
nos hommes politiques d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de goût. Alors, d'aujourd'hui, je ne sais pas. Dans l'histoire récente, j'ai aussi appris là que Chirac, par exemple, l'avait. En Polynésie, c'était rigolo parce qu'avant le. Enfin, rigolo, je sais pas. Avant l'étude, il fait un peu le tour des politiciens locaux. Notamment il y a certains maires qui étaient touchés. Et l'allopurinol venait d'être remboursé, parce que le système de remboursement en Polynésie est autonome, et donc c'est une partie sur laquelle la Polynésie est indépendante de la France. Et en fait, l'allopurinol venait d'être remboursé, mais c'était surtout parce que le président venait de se faire diagnostiquer une goutte, et donc voilà. Non, sur les actuels, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas dans l'histoire, la liste est extrêmement longue. Donc pas que chez les rois, mais chez les nobles, chez les grands médecins historiques. Et d'ailleurs, un certain nombre de découvertes, notamment la découverte de l'acide urique au microscope et en tant que tel, c'est, je crois qu'il est autrichien, lui aussi, c'est un médecin qui s'est prélevé un tofu sur l'hélix, qui la regarde au microscope, et c'est elle qui a fait ce truc. Et c'est la première fois que ça a été mis en évidence. Donc c'est souvent sur eux-mêmes que les médecins dans l'histoire ont fait des avancées. Ce ne sont pas les seuls qui avaient accès aux soins. Ou en tout cas, là c'était même pas que soins, c'était aussi sur le côté recherche, qui avait, oui, les capacités de pouvoir comprendre, ça c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas bien entendu l'histoire du soda. Le soda, alors les sodas riches en fructose, en fait dans la production d'acide urique, ça passe par les purines, et en fait il va y avoir dans tout le mécanisme d'assimilation du fructose une création de purine qui à la fin va conduire à la présence d'acide urique, à la formation d'acide urique. Voilà. Et en fait il y a même des traces chez des animaux, mais c'est surtout que nous avons perdu une enzyme qui depuis est devenue un médicament d'ailleurs, une uricase qui par définition est une enzyme qui permettait de zigouiller tout l'acide urique qui se balade, et ça les humains ne l'ont pas. Mais d'autres animaux ne l'ont pas eu, on voit des traces sur des tyrannosaures de choses qui ressemblent étrangement à des signes de goutte. Voilà. Autre question? Non. Je peux vraiment vous remercier parce que vous avez de la diététique et la génétique en passant par le comportement de la maladie. Quand vous avez parlé de la goutte d'une part et la maladie aux cristaux, l'information. Bravo. Un grand, très grand merci.